Passion MLB, le podcast, épisode numéro 64. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour ceux qui nous écoutent en live les mercredis 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, ou pour ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Et cette semaine, à mes côtés, le grand retour de Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va pas pire. Là. Je vais tout de suite m'excuser pour ma voix. Là. Une fin de virus avec des allergies, c'est ça que ça donne. Puis juste pour être sûr, c'est pas à toi que je m'excuse, c'est à ceux qui nous écoutent. Là. Fait que, pour être clair, là, mais on va faire notre possible. Puis je suis content d'être de retour. Tu fais bien de le spécifier parce que moi, je t'écoute pas quand tu parles. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis si jamais je manque de voix, ben, tu continueras à parler tout seul comme tu fais toujours. Là. C'est ça. C'est exactement. Il n'y aura pas de différent. Non, à moins que, comme la semaine passée, que je disparaisse pendant 30 secondes puis que ce soit toi qui sois obligé de prendre le relais. Ouais, c'est ça. Ben là, si t'en prends une habitude, il va falloir m'avertir. Là, parce que là, Pascal a très bien fait ça la semaine passée. Là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Si tu décides que ça va être récurrent, ça serait bien de le savoir. Je comprends. En mal fini, on dirait que tu étais ému, ça serait bien de le savoir. Oui, c'est ça. Non, t'as juste plus de voix. Ça pourrait être ça ce soir-là. C'est extraordinaire. Mais on va mettre ça sur le dos de l'émotion. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, hey, je vais te partir sur les petits génies, là, puis tu vas vider ta voix juste sur une intervention. Et boy, après ça va être fini, je n'aurais pu. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu veux les gens sont mieux garder, de me poser des questions, sinon je vais parler tout seul. C'est ça, exactement. Tout repose sur toi. Si tu veux me garder, lance-moi pas là-dessus. Si tu veux parler tout seul, ben go. Fait que les petits génies, donc. J'ai fait mon choix, ça n'a pas été dur. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas eu d'hésitation. Là. Non, c'est ça. Non. Hey, sais-tu où est-ce qu'ils sont le fun, les petits génies? Je sais pas. À Toronto. On va aller voir ce qui se passe chez les Blue Jays. Parfait. OK, Blue Jays, let's play ball. D'ailleurs, Sébastien, je tiens à dire que Sylvain Laflamme est beaucoup plus sympathique que moi parce qu'il te souhaite un bon retour. Ben, tu vois, lui, c'est une bonne personne. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, bonne personne, c'est pas dans mes objectifs ce soir. J'ai le goût de parler de joueurs qui sont bons, par exemple. Puis, ben oui. Joueurs qui sont bons chez les Blue Jays. Écoute, évidemment, on pourrait penser à celui qui a signé un contrat de 500 millions de dollars. Non, le nom qui revient à chaque semaine, c'est Addison Barger. Oui, ouais, vraiment. Puis, tu sais, là, faut pas dire que Vladimir est mauvais non plus. Là. C'est juste qu'on s'attend à plus, surtout avec son contrat, mais quand même, il fait le travail. Mais Addison Barger, on en a parlé dans les semaines précédentes. Ce gars-là a tellement de potentiel, un élan tellement violent. Quand on le place au troisième coussin, il a l'air d'être dans sa chaise, assis sur la bonne chaise. Ouais. Parce que quand il est arrivé, on l'a placé au champ gauche, mais c'est pas sa position naturelle. Mais là, on l'aurait jamais joué là. Exactement. Puis on se rappellera qu'il avait voyagé toute la nuit, puis que l'excellent John Schneider lui avait dit, ben oui, tu vas aller jouer au champ gauche. Fait que, arrange-toi avec ça. Nous, on a besoin de toi au champ gauche. C'est ça. Mais là, on le place dans des conditions gagnantes au troisième but. Il a un bras canon, il fait les jeux, puis offensivement aussi, il fait le travail. Là, malheureusement, on est un petit peu pris. On doit le remettre au champ gauche parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'autres options pour le moment avec la blessure de Dalton Varsho, entre autres. Mais dans un avenir assez rapproché, il doit revenir au troisième coussin. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben, tu vois, il y a de l'alternance. Je n'ai pas regardé le début du match ce soir, mais je pense que ce soir, avoir vu qu'il est au troisième coussin. C'est sûr que le fait aussi qu'Anthony Santander soit blessé, tu auras remarqué que George Springer évolue beaucoup comme frappeur de choix ces temps-ci, ce qui n'est pas une vilaine chose non plus. Là. Il est capable de jouer défensivement, mais écoute, tant qu'avoir un jeune comme Jonathan Classé ou Alan Rodden comme frappeur de choix, j'aime mieux leur donner des répétitions défensives puis placer le vétéran comme frappeur de choix. Donc, c'est quand même logique de voir, je ne sais pas jusqu'à quel point ça lui plaît, là, mais c'est quand même logique de voir que c'est Springer qui ramasse le plus gros du boulot là, comme frappeur de choix en ce moment. Ben, en ce moment, c'est ça que tu viens de dire. Dans les circonstances actuelles, oui, c'est logique. Mais à long terme, le plan ne doit pas être de garder Barger dans la gauche, même dans un système d'alternance. On a un trou au troisième coussin qu'on essaie de combler depuis quelques années. Là, probablement qu'on l'a trouvé. Là. Fait que, il faut arrêter de sortir ces gars-là, ces jeunes joueurs-là, les mettre dans des conditions qui ne sont pas gagnantes. Même s'il va faire des erreurs, même s'il va connaître un creux de vague, tu dois le laisser au troisième coussin. Surtout quand les blessés vont revenir. Là, c'est pas idéal, mais du moment où il y a un blessé qui revient, qui ouvre une porte pour Barger au troisième coussin, tu dois en profiter, puis surtout le garder à cette position. Puis, tu sais,
t'as Andrés Giménez qui est revenu là, au deuxième coussin, fait que ça fait en sorte que Clement va en prendre un petit peu plus au troisième. Pourquoi la rotation, le platoon, ce serait pas au deuxième coussin au lieu d'être au troisième? Mais Clement puis Giménez, je veux dire, la grande force de Giménez, c'est de jouer défensivement. Clement n'est pas un pied de céleri non plus au deuxième but. Là, je veux dire, c'est un gars qui est capable de jouer partout dans l'avant-champ. Fallait alterner, une fois de temps en temps, puis garde Addison Barger dans son spot. Moi, j'ai peur que de l'envoyer au troisième coussin, puis dans le champ droit, puis au troisième coussin, puis dans le champ droit, j'ai peur que ça le mélange, ce gars-là. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Puis on l'a vu qu'il est confortable au troisième but. Il est confortable défensivement, mais ça le rend confortable offensivement aussi. Fait que, tu sais, pourquoi commencer à jouer avec ce jeune-là? Puis ton point est excellent. Tu ne perds pas le bâton de Giménez si tu le sors du deuxième coussin pour un soir donné pour mettre un Nick Clement qui va bien par les temps qui courent, il faut le souligner. Offensivement, un Nick Clement va très bien. Donc, tu sais, c'est pas un bâton que tu retires de l'alignement, tandis que si soit que tu retires Barger de l'alignement ou que tu l'envoies dans la gauche, tu risques de perdre un petit peu du côté offensif. Exact. Puis, tu sais, un Nick Clement qui a été amené pour être un joueur de profondeur, ben, on l'a vu une couple de fois, Vladimir Guerrero Jr., qui est comme frappeur de choix, qui va au premier, Clement. Si tu décides de donner une journée comme frappeur de choix à Bo Bichette, je sais que c'est très rare que les Blue Jays le font, mais tu peux mettre un Nick Clement à l'arrêt court, tu peux bouger ton avant-champ comme ça. Un Nick Clement peut quand même avoir plusieurs apparitions par semaine si tu utilises convenablement aussi le poste de frappeur de choix. Donc, il y a des solutions, mais il faut que tu priorises tes jeunes, ce que les Blue Jays ne font pas beaucoup. Tu sais, il y a une semaine, Alan Roden a été rappelé. Là, il joue aujourd'hui. As-tu vu beaucoup, toi, dans la dernière semaine? Dans quel monde tu rappelles une recrue comme ça qui a connu une très belle saison dans le 3 l'an passé, puis tu dis, ouais, on va t'asseoir une semaine sur le banc parce que, ouais, on a plus ou moins de place pour toi. Rappelle-le pas. rappelle David Schneider avant, finalement, il a été rappelé par la suite, mais rappelle un gars comme ça pour l'asseoir. Tu peux pas asseoir un jeune qui a du potentiel comme ça. Ça n'a pas de sens. Là. Dans quelle autre organisation ça fonctionne? Peut-être avec les Rockies. Là. mais c'est ça. En plus, tu viens de retourner Roden dans les mineurs. Soit que tu lui laisses le temps de reprendre sa confiance puis de reprendre son rythme. Puis que, quand tu le ramènes, c'est pour un poste, pas de régulier, mais plus régulier que ce qu'on a vu dans la dernière semaine. Là, tu le ramènes pour absolument rien, alors qu'il aurait pu continuer à prendre son rythme, à reprendre sa confiance dans les mineurs. Donc, c'est vraiment pas une stratégie gagnante que les Jays ont utilisée, mais ça dénote aussi un gros manque de profondeur chez les Jays. Là. Dès qu'on a quelques blessures, on se retrouve dans le trou. C'est pas normal que tu perdes Varsho et que tu te dises « Ah, mon Dieu, ça transforme mon organisation. » Exact. Puis tu sais, on n'enlève rien à Dalton Varsho, là. Non. Mais c'est juste que c'est ça, ça met en lumière ce manque de profondeur. Là. 100%. Jean-Michel, justement, qui nous commente sur Roden. Jean-Michel qui te souhaite bon retour, Sébastien. Merci à vous deux, Jean-Michel et Sylvain. Voilà. Je le sens, c'était pas visant vers moi, là, non? Non? Tu dis bonjour à tout le monde. Regarde, si tu le prends, ça t'appartient, là. OK, c'est le chapeau. Je ne l'enlèverai pas. Exactement. Il me fait le chapeau. Donc, je voulais surtout aller au point de Roden. Donc, bon retour, Sébastien. Roden qui frappe premier ou deuxième dans le rôle des frappeurs dans le 3A. Là, on le fait frapper septième. C'est moi où ça semble illogique. C'est illogique. Écoute, il y a un potentiel que tu dois débloquer. Puis, tu sais, outre frapper septième ou huitième ou neuvième ou premier ou deuxième ou peu importe dans l'ordre offensif, il faut qu'il frappe ce gars-là. C'est surtout ça. Exactement. C'est moi qui ne frappe pas premier ou deuxième chez les Jays, j'ai pas de problème en ce moment parce que ce serait lui mettre beaucoup de pression. Je pense pas que ce soit la situation idéale. Par contre, peu importe où il frappe dans cet alignement-là, il doit frapper, il doit jouer. Peut-être pas tous les soirs, je comprends, ce sera pas ça. Mais tu dois trouver une solution pour l'insérer dans cet alignement-là pour qu'il prenne des répétitions. Sinon, comme on l'a mentionné tantôt, laisse-le dans les mineurs. Exact. On a Jean-Michel ici qui nous dit Barger au troisième but dans quelques années, futur gant doré. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Il a le bras canon. Défensivement, il fait le travail. Donc, tu sais. Il fait des beaux jeux. Il fait des jeux que tu te dis, genre, s'il n'avait pas réussi, on s'en plaindrait pas, mais tu te dis, mon Dieu, ça donne du momentum. Tu vas chercher un retrait, ça te ramène plus rapidement au niveau offensif. Fait que... Exactement.
Mais la clé, ça reste qu'il faut qu'il demeure à cette position-là. Il ne se sentira pas nécessairement à l'aise si on le place là un match sur je ne sais pas combien. Tandis Non. que s'il prend ses aises au troisième but, il n'y a aucun doute que ce gars-là peut faire le travail défensivement, peut-être même jusqu'à justement remporter un gant doré. Ce qui est le fun avec ton petit restant de grippe, c'est que tu avais l'air super émotif. Tu sais, on dirait quasiment que tu étais juste à t'entendre parler, là, ceux qui nous écoutent, là, Sébastien n'est pas émotif tant que ça avec Addison Barger. Là, juste Mais pour que vous le qui sachiez. dit que je ne suis pas émotif? Moi, je te le dis. Non, mais pour vrai, chez les Jays, je pense que présentement, mon joueur préféré, c'est Addison Barger. C'est le joueur, si tu me dis que tu peux regarder une apparition au bâton d'un gars, en ce moment, je veux Barger. Exactement. C'est pas normal que la réponse ce soit pas Vladdy. C'est un bon deuxième choix, mais il est trop. Tu sais, l'expression en anglais locked in, là, en ce moment, il est tellement focus, ça fonctionne pour lui, il y a une recette qui fonctionne. Il est beau à avoir joué au baseball. Oui, exactement. Puis ça fait un petit bout, à l'exception de Vladimir. Il y a eu beaucoup de flash depuis le début de sa carrière, là, mais à l'exception de Vladimir, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu ce genre de joueur-là. Il y a eu une séquence où Bobby Bichette est extraordinaire aussi. Mais de voir un jeune comme ça qui pousse, c'est encourageant. Ça va en prendre d'autres, mais au moins, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gars-là. Tu dis ça va en prendre d'autres. Il y a Elvis Martinez là, qui commence à se réchauffer un petit peu en bas. Là. Lui, évidemment, le problème, ce sera toujours la position. Surtout dans un avant-champ comme celui-là, où est-ce que, jusqu'à preuve du contraire, on l'a dit, tu as des réguliers à 4 positions, puis on n'a même pas parlé d'Ernie Clement encore, qui va bien quand même, Ernie Clement aussi ces temps-ci. Fait qu'en ce moment, il n'y a pas de place pour lui, à part vraiment comme frappeur de choix. Ça existe, là, monter un gars pour l'amener comme frappeur de choix. Un jeune, mettons Ben Rice avec les Yankees, mais c'est des exceptions. Là. Les équipes n'aiment pas amener des jeunes et les placer frappeurs de choix. Là. Non, c'est sûr, mais si c'est l'étincelle que ça prend, c'est pourquoi pas. Si est frappeur de choix très régulièrement avec les Jays puis qu'il fait le travail, je pense pas que c'est pas une merveille en défensive, Elvis Martinez. Non. Donc, le fait d'avoir son bâton dans cet alignement-là, s'il produit offensivement, c'est peut-être. On le dit depuis plusieurs semaines, ça prend au moins 2 bâtons dans ce rôle offensif-là. Si Elvis Martinez est un de ces 2 bâtons-là, tu dois l'amener même si il va être relégué, entre guillemets, à un poste de frappeur de choix. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. David qui nous dit ici, salut les gars, à Charles, tu avais raison, il y a 2 semaines, Barger a été déplacé dans la droite hier soir, vive les niaiseries de John Schneider. Je suis sûr qu'il ne mourra jamais, tu sais quand même comment John Schneider change son alignement. Mais surtout dans cette situation-là, avec un gars qui performe bien dans une position donnée. On le voit tout, là. On le voit tout. C'est ça, exactement. Mais peut-être que tu parlais de petit génie tantôt. Là. Il y a peut-être un petit génie qui a pesé sur son bouton d'ordinateur. Puis ça lui a donné que Barger allait dans la gauche. Je vois pas d'autre explication. Là. Non, c'est ça. Moi non plus. Je trouve ça excessivement logique. Oui, tout à fait. T'as encore toute ta tête là, pour nous sortir des réflexions comme celle-là. Là, c'est ça, j'ai pas de voix, mais j'ai encore toute ma tête. Écris-nous là, ça va être parfait. Oui, c'est ça. Je vais mettre ce commentaire-là. Oui, on peut en parler encore longtemps, mais pourquoi M. Rogers ne voit pas la même chose que nous depuis l'embauche de Atkins Shapiro? Bonne question. Hein? C'est une stat qu'on a déjà dit, mais on va la redire. En 2016, je regrette, je sais que ces deux-là étaient là. C'était encore l'équipe d'Alex Antopoulos. Les équipes d'Atkins et Shapiro n'ont pas gagné un maudit match en série éliminatoire. Oui. Ah, je sais, puis c'est pas comme si ce duo-là avait connu du succès par le passé. Puis que là, tu te dis, bon, ça va finir par payer ces gars-là. Non, quand ils sont partis de Cleveland, ils sont allés en série mondiale une couple d'années après. Et voilà. Donc, tu sais, il n'y a vraiment rien qui te laisse croire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, on s'entête. Jusqu'à quand, je ne le sais pas. On dirait que je sens que là, l'élastique commence à être tiré presque au maximum. Là. Vraiment, cette saison 2025, ça risque d'être un tournant. Je pense qu'on va attendre de voir vraiment les résultats de cette saison-là pour prendre une décision, mais il reste beaucoup moins de cordes qu'il en restait auparavant. Là.
Ben, je vais te l'expliquer pourquoi ça pourrait être cette année. Puis c'est un peu le même cas que leurs voisins à Toronto, les Maple Leafs. Des fois, c'est des situations contractuelles. Tu sais, regarde, à chaque année, Ouais. les Maple Leafs qui partaient en première ronde ou quand ils sont chanceux en deuxième ronde, ben, pourquoi c'est cette année qu'il y a eu du ménage? Ben, Brendan Shannon, son contrat venait à échéance. Mitch Marner va devenir agent libre. Tu sais, c'est là que par la force des choses, il peut y avoir des changements qui vont se faire. Chez les Blue Jays, c'est un peu la même chose parce que la direction, Sébastien, écoute, dis-moi si je me trompe, je pense que Mark Shapiro est à sa dernière année de contrat et que Ross Atkins, il lui en reste une seule. Fait que si tu les tasses à la fin de l'année, tu as juste à payer un an de plus au directeur général, puis c'est tout. Fait que c'est sûr que par la force des choses, ça pourrait faciliter un changement à Toronto parce que si tu ne peux pas juste leur dire ben écoute, je vais te redonner un contrat, une prolongation d'un an juste pour tester. Là. Soit tu leur redonnes un vrai contrat ou pas. Puis si tu n'es pas confortable à l'idée de leur donner un contrat de 5 ans, ben peut-être que par la force des choses, tu vas te dire ouais, il est temps de passer à d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est un signe de plus qui nous dirige vers la fin des émissions un peu pour ce duo-là. Il leur reste une avenue possible. C'est d'avoir une bonne fin de saison puis peut-être faire un bout de chemin en série. Sinon, je ne vois pas comment tu peux ramener un duo comme ça qui t'a rien donné. Là. Mais rien donné depuis tant d'années. C'est pas. L'échantillon n'est pas mince, là, ça fait 10 ans. Là. Ça doit payer à un moment ou à un autre dans ces 10 années-là, puis on ne s'est même pas approché. Non, c'est assez, c'est assez spécial. C'est dommage. David qui nous dit ici, j'ai lu un texte hier soir qui disait que Alex Antopoulos aurait soudainement de la pression à Atlanta. Est-ce possible? J'ai de la difficulté à croire ça parce qu'il a quand même eu beaucoup de succès par le passé. Puis écoute, il n'est pas sous contrat jusqu'en 2030, une affaire comme ça. Tu sais, il y a un des. À part peut-être les Dodgers, que si le président saute, Shohei Ohtani obtient une option de sortie. Antopoulos a probablement le contrat le plus padé de toute la ligue. Donc, est-ce possible? Écoute, j'ai pas lu le texte en question, David, donc je parle un petit peu à travers mon chapeau, mais de ce que je vois, de ce que je comprends, non, je pense pas que c'est possible. Puis dans cette optique-là, je vois pas nécessairement un retour avec les Blue Jays ou quoi que ce soit. Donc, je pense pas qu'Alexandre Topoulos est en danger. Je pense que son gérant, si ça va mal, mettons, dans les prochaines semaines, peut-être. Déjà qu'on parle de retraite pour Brian Snitker à la fin de l'année. Donc, un changement de gérant, ça, je te dirais oui. Changement de DG et président, j'ai de la difficulté à le voir en ce moment. Oui, j'abonde totalement dans le même sens. On parlait tantôt du duo Shapiro-Atkins qui n'a pas connu de succès. Antopoulos, il a connu du succès. Ben oui. Puis là, il y a des circonstances un petit peu pas faciles. L'an dernier, beaucoup de blessures. Cette année, très mauvais début de saison. On a un petit peu de difficulté à expliquer, mais entre autres, tu perds ton meilleur lanceur, puis un ancien MVP. Donc, c'est sûr que ça te fait mal. Là, fait que ça s'explique d'une certaine façon. Je pense que la pression demeure toujours là. Atlanta, c'est un marché qui veut gagner, qui a déjà gagné, qui, à chaque année, s'attend à gagner. Donc, la pression est là, mais de là à le voir partir, je serais très surpris. Jean-Michel nous dit ici, le moment pour Atkins et Shapiro, c'est le moment combien tu vas recevoir pour Bo Bichette, même sans prolongation de contrat. Écoute, j'ai écrit un texte un peu justement sur le sujet, là, Jeff Passan qui a lié le cas de Bo Bichette aux Tigers de Détroit. Je répète ce que je dis depuis un bout. À moins que ça aille vraiment, vraiment mal, je ne vois pas Bo Bichette partir. Parce que justement, comme on vient de le dire, les dirigeants des Blue Jays de Toronto doivent essayer de gagner cette année pour sauver leur peau. Fait qu'à moins que ça se passe vraiment, vraiment mal, puis que tu sois à 10 matchs des séries rendus à la fin du mois de juillet, là, ce sera peut-être autre chose. Mais sinon, tu peux pas, je pense pas que tu peux échanger Bo Bichette. Fait que moi, je pense que la direction va prendre le pari de dire écoute, au moins, on a sécurisé Vladdy pour les 14 prochaines années. Ben, Bo Bichette, on lui offrira une offre qualificative, puis il partira. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on le voit en ce moment. Là. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il soit échangé, Bo Bichette. À moins que Rogers décide que, si le duo ne veut pas aller dans ce sens-là, puis qu'on est à 7 matchs et demi des séries, puis que Rogers décide, bon, là, on ferme les livres, on rebâtit pour l'avenir, au moins une transition, ben peut-être que le duo va sauter plus tôt que prévu, puis on va mettre des nouvelles personnes en place qui vont faire justement cette transition-là. Ce serait peut-être la seule façon qu'il pourrait y avoir un changement. Parce que sinon, comme tu l'as dit, ce serait très surprenant. Là, on va se battre jusqu'à la toute fin pour sauver notre emploi puis essayer de donner un petit peu d'espoir aux partisans. Parce que, tu sais, c'est pas ce duo-là qui va abandonner. Là. Ça va venir d'en haut.
Je te challenge là-dessus un peu. Rodgers vient de donner le 3e plus gros contrat de l'histoire du baseball majeur. Est-ce que c'est pour faire un retool ou une reconstruction, je pense pas, mais est-ce que c'est pour faire un retool 3 mois après? Ben, c'est que si cette année, c'est à oublier, tu dois profiter des éléments que tu as en main. Tu sais, Bo Bichette, on le sait que les chances qu'il qu'ils reviennent sont très faibles. Donc, tu sais, tu dois profiter de cette chance-là, l'échanger, aller chercher beaucoup. Puis, tu sais, je parlais de transition, ça va être rapide. Là. Si on décide, ben, ce ne sera pas nécessairement facile parce que les agents libres ne viennent pas en grand nombre à Toronto, mais on a l'argent pour le faire. Donc, tu sais, ça va être beaucoup moins long que d'autres formations dans le baseball majeur. Donc, si tu as cette occasion-là, que tu peux ajouter quelques pièces un petit peu plus jeunes qui fitteraient dans ce plan-là, tu dois y aller, même si tu viens de signer le 3e plus gros contrat du sport. Si jamais les Blue Jays se mettent à vendre, est-ce que tu penses que Bowden Francis a une bonne valeur sur le marché? Pas présentement. Je ne sais pas ce que sa valeur va être rendue à la fin juillet, mais présentement, ce ne serait pas le moment de l'échanger. Non, hein, c'est historiquement mauvais depuis le début de la saison. On est loin du gars qui amenait tous ses matchs en 9e manche avec un match en point ni coup sûr, puis qui accordait un circuit tout de suite. Là. Mais on est loin de ce gars-là là, en ce moment. Oui, puis on a comme eu un petit peu d'espoir. Je pense que c'est son dernier départ. Avant celui, pas le dernier, mais l'avant-dernier. On a eu comme un petit peu, on dirait que il n'y a pas eu du soutien offensif de son équipe, bien sûr, comme on l'a vu par le passé, mais on sentait que peut-être qu'il y avait un petit regain de vie. Et là, on affronte les Phillies et c'est la catastrophe. Donc, beaucoup d'inconstance pour Bowden Francis. Est-ce qu'au retour de Max Scherzer, ça va être lui le bras de trop dans cette rotation-là? Est-ce qu'on va. Je suis pas sûr, il roule à 4. Mais exactement, c'est ça l'affaire. On n'a pas d'autre solution. Idéalement, on pourrait essayer de lui redonner confiance d'une façon ou d'une autre, mais présentement, on en a besoin. On n'a personne d'autre pour prendre ce poste-là. Ouais, mais attends, le Spencer Turnbull, là, il était à 5 départs, là, au moins un mois, là, puis Jack Lebin est arrivé. Là. Oui, puis Alec Manoah aussi. Ouais, écoute. Oui. Allez. Ouais. Fait que là, il va y avoir trop de partants, finalement. C'est ça. Fait qu'ils vont dire à Chris Bassett, tu peux sauter ton tour une fois de temps en temps. Kevin Gausman, ils vont lui dire reste chez vous aujourd'hui ou des trucs comme ça. Ben, finalement, ça va se rééquilibrer parce qu'en début de saison, il roulait à 4. Fait que, au final, c'est comme s'il avait lancé à tous les 5 départs. Oui, c'est ça. Ouais, si on compte les dernières années où est-ce qu'ils ont pris les bouchées doubles et qu'ils roulaient toujours à 4, là, le 4e, c'était souvent Kikuchi, par exemple. Là. Oui. Mais ouais, ces vétérans-là, le Berrios, Bassett et Gausman, là, ils ont été. Écoute, les Blue Jays en ont eu pour leur argent avec ces gars-là. Ça n'a pas toujours été parfait, là, mais ils ont été là, ils ont été en santé, ils ont mangé des manches, là, ces gars-là. Ça ne peut pas être parfait dans ces circonstances-là. Là. Non. Quand un de ce trio-là a une mauvaise sortie, là, tu ne peux pas les blâmer. C'est sûr que ça va arriver. Mais oui. David qui nous mentionne ici, justement, Charles, si les Jays doivent gagner, ils vont devoir bouger pour aller chercher des assets avant la date limite des transactions. Présentement, les Jays ont une équipe moyenne, très peu de profondeur, trop de joueurs de banc et il manque cruellement de bâtons. Ça, on est d'accord avec ça. J'ai de la difficulté, ceci dit, à voir. Tu sais, je pense que les Blue Jays vont essayer d'ajouter à la date limite jusqu'à preuve du contraire parce que, comme je dis, il y a un sentiment d'urgence au 2e étage. Mais est-ce que tu as les espoirs à donner pour aller chercher ces bâtons-là qui manquent? J'ai de la difficulté à voir le club réussir à ce point-là à ajouter s'il y a une guerre d'enchères. Il y a des formations qui sont mieux nanties, Sébastien, qui vont peut-être être un petit peu plus motivés à donner des atouts pour aller chercher des lanceurs ou des frappeurs ou peu importe. Là. Ben, c'est un facteur de plus qui devrait pousser les Jays à se ranger du côté des vendeurs parce que, comme tu l'as mentionné, on ne peut pas se lancer dans une guerre d'enchères. Donc, puis même en ajoutant, en y allant presque all-in cette année. Là. Je comprends que la Ligue américaine est assez ouverte. On n'a pas de club qui sort de l'ordinaire. Oui, il y a les Tigers qui vont très bien, mais on le sait que ça ne tient pas à grand-chose dans le sens que rendu en séries éliminatoires, les Tigers vont quand même être battables. C'est pas un club que tu dis on n'a aucune chance. Donc, pourquoi y aller all-in cette année en donnant le peu d'espoir qui nous reste dans l'organisation pour finalement probablement ne pas faire les séries? Et si jamais on fait les séries, ça risque de se terminer comme les dernières saisons, on les a fait. Donc, c'est vraiment, à moins que Rodgers donne carte blanche à notre duo, Shapiro-Atkins,
Je vois pas comment ça peut arriver. Là. Non, en effet. Je suis assez d'accord là-dessus. David qui confirme avec le match de ce soir littéralement tout ce qu'on vient de dire. Parlant d'un manque cruel de bâton, pauvre Berrios, 1-0 pour les Phillies en 6e manche ce soir. Mais c'est exactement ça. C'est le même à tous les soirs, à part quand tu affrontes Sacramento. Oui, c'est ça. Ça a très bien été. Là. Mais ça compte-tu vraiment des matchs contre Sacramento? Tous les matchs comptent. Ils n'ont même pas de dire. Je comprends, mais tous les matchs comptent dans une saison. C'est 162 matchs. Puis là, je ne vais pas te lancer là-dessus, Oui. là, mais maintenant, tu affrontes tout le monde. Là, donc, tous les matchs comptent. Donc, oui c'était plus facile contre les Aces de Sacramento. On va le dire. Hein, c'est de Sacramento. On va continuer à le dire. Mais c'est ce qui fait que c'est encore plus impressionnant ce soir ce que Berrios fait. C'est 1-0. Tu tiens les Phillies de Philadelphie à 1 point en 6e manche. Puis encore une fois, tu n'as pas de soutien de ton attaque. C'est ça qui est dommage. Absolument. David qui nous dit à Sébastien, les Jays ne peuvent pas être vendeurs alors que Atkins et Shapiro ont répété à maintes reprises cet hiver qu'ils voulaient gagner en 2025. Il va falloir qu'ils comprennent que des plans, ça s'adapte parce que s'ils ne comprennent pas ça, ben ça comme on le dit depuis tantôt, là, ça ferait reculer l'organisation dans les faits. Oui, c'est ça. Puis le plan, il va venir de Rogers. Là. Au final, il ne viendra pas de Shapiro Atkins, surtout si on a l'intention de passer à autre chose à la fin de la saison ou un peu avant. Là. Fait que c'est ça, la seule. Puis je ne vois pas comment ça peut arriver, mais la seule solution pour ce duo-là, c'est d'avoir carte blanche. Mais je ne vois pas Rogers, une organisation comme ça, donner carte blanche à ce duo qui t'a rien amené depuis tant d'années. Non, c'est ça. On commence à être temps où est-ce qu'il faut resserrer la laisse un petit peu pour en donner un petit peu plus. Exact. Question de Patrick qui est en lien avec les Blue Jays, justement. Trey Yesavage, si on passe du côté des espoirs, on peut-tu parler d'un mini Paul Skeens dans le moule, un peu dans l'optique où c'est un lanceur qui peut lancer fort, qui est une machine à aller chercher des retraits sur des prises. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y a peut-être le meilleur taux de retrait sur des prises des mineurs ou à peu près là, quelque chose comme ça. Il est pas on ne l'attend pas en 2025, qui est encore loin du baseball majeur. Il vient à peine d'arriver à Vancouver, donc il va falloir qu'il passe par le New Hampshire, par Buffalo, puis éventuellement Toronto. Mais s'il continue comme ça, quelque part en 2026, on risque de voir ce gars-là retontir dans la... Écoute, si tout va bien, là, parce que Ricky Tideman, là, il était supposé arriver en 2022, puis en ce moment, gagner un Cy Young, là, mais il y a des trucs qui peuvent arriver, dont les blessures qui peuvent faire dérailler des carrières, mais ça va bien là, en ce moment pour Trey Savage. Oui, ça va bien, puis souvent, on cogne sur le clou de cette direction-là, de cette organisation-là. Mais cette sélection de Trey Savage, ça a été vraiment une de leurs meilleures sélections. Ça a été un des vols de ce repêchage-là. Dans le meilleur des cas, on l'a dit dans les dernières semaines, dans le meilleur des cas, on l'attendait à la fin de cette saison-là, mais ça, c'était un scénario idéal. Si tout va bien, s'il éclate tout sur son passage, il allait peut-être arriver au mois de septembre 2025. Je ne pense pas que ça va être le cas. Mais vraiment, comme tu l'as dit, pour 2026, d'ajouter un bras comme ça revient à ce qu'on dit. Il faut qu'il soit placé dans des bonnes circonstances. Il ne faut pas que, rendu en 2026, ce soit sur lui qu'on base nos espoirs dans cette rotation partante-là. Il va falloir qu'il soit entouré et qu'il prenne son rythme tranquillement parce que le potentiel est vraiment là. Sur ça, Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait concernant les Blue Jays de Toronto. Donc, allons voir ce qui se passe ailleurs dans la MLB. Sébastien, question très simple de quelques mots pour toi. Parle-moi de la journée des Red Sox. Ces fameux Red Sox. Tout a l'air sous contrôle à Boston. Hein? C'est quoi la définition de contrôle pour le fun? Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas la même définition là-bas qu'ailleurs dans le monde. Là. Non, ouais. Mais pauvre Alex Cora. Moi, j'ai de la pitié pour Cora. C'est un gérant que j'admire tellement. Là. Ce gars-là navigue dans des eaux qui sont tellement pas faciles. Encore en début de match. Avant la rencontre, on a son coach au premier but qui se pogne avec Tyler Anderson, qui l'accuse de voler des signaux. Puis là, on s'envoie des F-words à qui mieux.
n'y a rien qui fonctionne à Boston. On a finalement gagné le match. Puis ça ne s'était pas bien déroulé au départ. Je pense qu'on perdait 4-0 dès la première manche. On a Il n'y réussi à avait pas de remonter. retrait encore. Il n'y Quand avait c'était pas de équilibré. retrait. Par contre, on a démontré beaucoup de caractère aujourd'hui. Peut-être que ça va nous propulser un petit peu parce qu'on affronte les Yankees en fin de semaine. Tu sais, des fois, d'affronter un rival comme ça va nous donner un petit peu de momentum. Mhm. Mais vraiment, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne puis qu'il manque tellement de leadership dans cette équipe-là. Puis, tu sais, je parlais d'Alex Cora, mais je pense pas qu'il soit à blâmer dans Moi non ça. plus. Je pense que ça vient de tout partout, puis qu'il réussit malgré tout à tenir cette équipe-là en place. Parce que oui, ça va pas bien. Oui, on est environ 5 matchs en dessous de 500, mais on est encore dans la course malgré tout, puis on a des bons éléments sur le terrain. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais c'est pas simple à Boston. Non, c'est pas exactement simple. Une chance qu'ils sont dans la Ligue américaine, hein, les Red Sox, parce Et que oui, ouais, tu sais, dans la Ligue nationale, ça ferait peut-être un petit bout que ce club-là ne serait plus dans la course. Tu sais, je regarde en ce moment, tu le disais, sont à une fiche de 30-34, donc 4 matchs en dessous de 500. Ils sont à 4 matchs et demi des séries. Si je vais voir dans la nationale, un 30-34, là, il y a quand même plusieurs équipes avant de ouais, faire les ouais, séries. Ce serait vraiment pas simple. Puis, outre ça, la crème à la surface de la nationale, c'est pas la même chose que dans la Ligue américaine. Là, exact. dans la Ligue américaine, tu as les Tigers, les Yankees qui sont vraiment des grosses équipes. Mais sinon, tu as des bonnes équipes, mais tu n'as pas de puissance sinon dans la Ligue américaine. Donc, ils sont chanceux à ce niveau-là. Écoute, tu parlais de leadership. J'ai la même lecture de la situation que toi dans le sens où je pense qu'Alex Cora fait vraiment du bon travail. Écoute, peut-être qu'on se trompe, mais il y a tellement tous ces dossiers-là qui arrivent sur son bureau que comment tu veux qu'il finisse par gérer ça. Mais pour moi, c'est clair qu'il y a une question de leadership qui manque quelque part. Est-ce que c'est par la haute direction on dirait qu'à chaque fois que son patron, Craig Breslow, parle, on dirait que c'est pour contredire ce qu'Alex Cora vient de dire. Puis de l'autre côté, tu as tous les joueurs qui tirent leur côté de leur couverte. Tu as Rafael Devers qui veut toujours pas aller au premier coussin. Fait que, je pense qu'il doit gérer du mauvais leadership autour de lui. Puis je pense que s'il n'était pas là, le 30-34, là, ce serait peut-être du 24-40 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça que je pense aussi. Puis il y a eu une cassure quand Alex Bregman s'est blessé aussi. Ouais. Oui, il y a ses performances sur le terrain qui ont fait mal, mais je pense que le leadership que Bregman a amené dans ce vestiaire-là, ça l'a fait très mal. Je sais qu'il est encore présent dans l'entourage de l'équipe, mais c'est pas pareil quand c'est un joueur qui est sur le terrain. Donc, il y a ça qui en fait partie. Puis, pour revenir à Cora, je pense que c'est pas le match d'aujourd'hui, c'est hier. C'est lui qui a pris le blâme pour la défaite alors qu'il n'y avait rien à voir là-dedans. Là. C'est les joueurs qui avaient sous-performé. Donc, oui, quelquefois, il peut lancer son corps de lanceur sous l'autobus, peut lancer ses gars, mais je pense qu'il cible bien ses moments. Puis il fait son possible dans ces circonstances-là qui sont vraiment pas idéales. Là. Non, absolument pas. Allons voir du positif, ceci étant dit, chez les Red Sox. Amenons ça local un peu. Ça va bien pour Abraham Toro. Il n'y a personne qui veut jouer au premier. Lui, ça il tente de jouer au premier. Puis il est en train de faire sa place. Sa polyvalence défensive l'aide parce que là, de plus en plus, on le voit aller évoluer au troisième coussin ou commencer un match au premier, le finir au troisième, comme ça a été le cas aujourd'hui, je ne me trompe pas. Donc, c'est intéressant de voir que dans tout ça, ben écoute, en ce moment, il est capable de prendre sa place. Récemment, on a changé les plans d'envoyer Christian Campbell au premier lors du match de dimanche contre les Braves. Pourquoi? Parce qu'on voulait garder Abraham Toro au premier coussin puis on ne voulait pas le sortir. Ça fait 2 fois cette semaine qu'à cause du bras du lanceur, on sort Marcelo Meilleur pour garder Abraham Toro défensivement. Donc, ça en dit long quand même sur l'importance qu'il y a dans cette équipe-là. Là. Si on le voyait comme le problème chez Alex Cora, on ne le ferait pas jouer. Non, exactement. Puis non seulement c'est pas un problème, c'est peut-être une solution. Peut-être pas à long terme, mais ça peut être une transition vers le retour de Tristan Cassis l'an prochain, parce que c'est ce qu'on s'attend. Pour le moment, encore cet après-midi, on est à égalité en fin de match, en 9e manche. Abraham Toro arrive au bâton, se rend sur les sentiers et Rafaela termine le travail avec une longue C'est balle. ça. C'est de cette façon-là qu'Abraham Toro il va se rendre utile. On ne Oui. s'attend pas à la longue balle, on ne s'attend pas à ce qu'il soit nécessairement un gant doré en défensive, mais il fait le travail, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'on lui demande,
peu importe le moment dans le match, peu importe le moment dans la saison, il va faire le travail. C'est ce qu'il fait présentement. Il doit seulement conserver ce rythme-là. C'est pas, c'est pas nécessairement facile, mais pas se mettre trop de pression, surtout à Boston, c'est pas évident. Juste faire son travail, ça va être suffisant pour les Sox. Mais tu sais, la pression n'est pas sur lui en ce moment. Parce que tu sais, de qui on parle quand on parle des Red Sox? On parle de Bregman qui est blessé, on parle de Story qui ne produit pas, on parle du trio de jeunes, on parle de Casas qui est blessé, on parle de Cora, on parle de Devers, on parle de Jarren Duran. Tu sais, dans les médias à Boston, le nom Abraham Toro n'est pas le plus populaire, surtout qu'en ce moment, ses performances sont bonnes. Fait on dirait qu'à Boston, on se dit, ben écoute, il fait sa petite affaire, ça fonctionne. On a cet aspect-là qui n'est pas brisé, on y touchera pas. Fait que, oui, évidemment, il y a de la pression qui se met de lui-même, puis s'il se mettait à ne pas frapper, les fans à Boston lui feraient sentir, c'est sûr et certain. Mais dans ce moment, la recette fonctionne, puis tant mieux pour lui. Oui, exact. Puis même s'il se met à ne pas frapper pendant une certaine séquence, il ne faut pas nécessairement que, tu sais, comme tu l'as dit, je ne pense pas que tous les yeux vont être tournés vers Abraham Toro. Tu sais, il va falloir qu'il profite de ce temps-là où les yeux vont être quand même tournés ailleurs pour se ressaisir puis continuer comme il fait le travail parce que, tu sais, même, j'écoutais les descripteurs des Red Sox, on apprécie Toro, tu sais, on souligne son travail pour les Red Sox jusqu'à maintenant. Donc, il est placé dans des bonnes circonstances. S'il fait le travail, c'est une solution pour les Red Sox. Je veux qu'on passe au sujet de Paul Skeens. Paul Skeens, dans le match d'hier, donc mardi, lance 8 manches, il donne 1 point et le club perd 3-0. Parce que les Pirates ne le supportent pas offensivement et parce que la relève a donné 2 points hyper rapidement en 9e manche. Ma question sur une échelle de 0 à Jacob deGrom chez les Mets, à quel point il est tanné? Au moins, deGrom, il pouvait aller frapper des circuits lui-même. Oui, lui, il réglait ça. Non à être un two-way player. Tant pis pour lui, avoir su, il aurait dit oui parce qu'au moins, il aurait pu gagner ses matchs un peu. Exact. Jacob deGrom, il gagnait 1-0, puis c'est lui qui avait le circuit ou le point produit. Là. Fait que, c'est ça. Comme tu l'as mentionné, c'est lui qui réglait ça. Aider sa cause, là, c'était à côté du nom de Jacob deGrom. Malheureusement, Paul Skeens ne peut pas le faire. Je ne connais pas vraiment ses talents de frappeur. Là, fait que je ne sais pas s'il pourrait faire la même chose que deGrom, mais au monticule, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est triste. Ça en est rendu triste qu'il ne soit pas entouré, que le propriétaire ait un joyau entre les mains, mais qui se dit, je vais profiter de ce joyau-là pendant le temps que ça passe, puis le temps risque de s'écourter assez rapidement. Je comprends pas. Tu sais, pourquoi là, si tu te mets dans la peau du propriétaire, tu ne dis pas, bon, je donne un coup là, pour quelques années, là, je profite de cette fenêtre-là, puis après ça, je redeviendrai cheap, là, puis on fera de l'argent, là. Mais pourquoi est-ce que je ne donne pas un bonbon à mes partisans? Que je ne donne pas un bonbon à mon meilleur lanceur, qui est le meilleur lanceur du baseball majeur? Je comprends l'argent, là, mais je ne pense pas que ça soit tellement un enjeu dans sa vie, là. Non, c'est ça. C'est parce que là, il coûte à peu près 800 000. À un moment donné, il va coûter 40 millions de dollars. Fait que, tu sais, profite-en pendant qu'il ne gagne pas cher. Là. Je te l'annonce. Là. Ça ne durera pas longtemps. Il ne gagnera pas 40 à Pittsburgh. Là. Non, on s'entend. Paul Skeens a 13 départs cette année, Sébastien. Il a 19 points mérités. C'est moins qu'1,5 par match, par sortie, ultimement, donc une moyenne de points mérités d'environ 2,05 si je ne me trompe pas. Les Pirates ont une fiche de 5-8 durant ces sorties-là. Il a personnellement une fiche de 4 victoires, 6 défaites. C'est drôle parce que, tu sais, l'an passé, il a quand même eu une fiche de 11-3. Fait que, tu sais, il y avait du support offensif quand même durant ces départs-là. Cette année, pas du tout. Là, c'est devenu une risée. Là. Tu le sais que le jour où il va lancer, il n'y aura pas de points qui vont être marqués. Là. Tu sais, je faisais la joke avec Jacob deGrom tantôt, mais on la faisait à tous les 5 jours. Ah, ben, il n'y aura pas de points aujourd'hui. Et Paul Skeens, c'est la même maudite affaire. Oui. Si je ne me trompe pas, j'ai lu quelque part que si on se projette, il va remporter un trophée Cy Young avec une fiche de 7 victoires, 16 défaites et une moyenne de points mérités de 2. Donc, probablement que ça va être la seule fois de l'histoire que ça va arriver, mais... Tu te souviens-tu de deGrom quand tu as gagné, je ne me souviens plus quel de ses Cy Young, il y avait 9 victoires au moment d'amorcer son dernier match, puis finalement, il a obtenu une victoire, il est monté à 10, mais le débat, c'était, écoute, on le sait qu'il va le gagner, Cy Young, il peut-tu le gagner avec moins de 10 victoires? Et l'histoire est en train de se répéter avec Paul Skeens. Puis c'est pour ça que
la stats de victoire-défaite d'un lanceur, pour moi, ça dit ce que ça va dire. Là. J'en tiens Rien pas plus à ou tout. moins compte. Ça Non, dit rien pas à tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, parle-moi de la fiche d'un releveur. Là. Il a une fiche de 3 victoires, 4 défaites. Ouais, c'est ça. Merci, il a lancé 60 matchs. Mais... Oui, puis le gars, il arrive en 7e manche. Tu sais, il se passe ce qui se passe ça. en 7e. C'est pas de sa faute. Exactement. J'avais vu un tweet passer d'ailleurs sur Podskins que j'ai mis dans mon texte ce matin. C'est quelqu'un qui disait « Je pensais pas me sentir mal pour un gars qui sort avec Levi Dunn puis qui va probablement gagner $1 demi-milliard, mais les Pirates de Pittsburgh ont réussi l'exploit de faire en sorte que je me sens mal pour Podskins. » Il n'y a rien à ajouter à ça. Voilà. C'est ça. D'après moi, elle ne s'achètera pas un condo à Pittsburgh de sitôt. Non, je pense pas. Je pense que non, c'est ça. Non, c'est ça. Va être, Elle s'est ça va acheté être pas à un New York appartement. récemment. Hein, Ah, elle peut bon, s'en ça- acheter un à Los Angeles aussi si elle veut, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Oui. Voilà. C'était la minute. Levi Dunn. La minute Levi Dunn, c'est bon. Ouais. Une bonne façon de le dire. Allons faire un tour chez les Yankees, Sébastien. Luke Weaver qui se blesse, ça fait en sorte que Devin Williams redevient ça pourquoi il a été acquis, c'est-à-dire, être le closer des Yankees. Parce que là, il y a l'opportunité, Devin Williams, Sébastien, là, de pas juste être le gars qui a fait changer la règle pour les barbes à New York et qui a sacré son gars après. Là, faites quoi, là? T'es là, t'es dans ce rôle-là, les Yankees ont une bonne année, Oui. tu finis en fin de saison, on a donné des espoirs pour aller te chercher, livre la marchandise. Là, la période d'adaptation à New York est terminée. Là. Ah oui, c'est ça. Livre la marchandise pour ce que tu es payé. Tu sais, les journalistes ont dit à Aaron Boone, on dirait qu'à chaque fois que tu le places en 9e manche, ça ne fonctionne pas. Aaron Boone de répondre, quand même que je l'aurais mis n'importe quelle manche, ça n'aurait pas fonctionné. En début de saison, il n'y a absolument rien qui fonctionnait. Heureusement, on l'a placé dans des circonstances plus favorables, dans le sens qu'il y avait un petit peu moins de pression derrière Luke Weaver. Ça lui a donné le temps peut-être de s'acclimater au marché de New York. Je ne le sais pas parce qu'encore hier soir, c'est lui qui a terminé le match, mais ça n'a pas été simple. C'est encore des La coureurs règle sur du les closer, sentiers. il faut que tu rendes ça intéressant. Oui, mais Luke Weaver, c'est le genre de releveur à ne pas rendre ça intéressant. Là. Non, Ça arrive Mariano de temps en Rivera, là. Oui, exactement. Je suis comme, bon, 3 retraits, peut-être un coureur à la limite, mais sans plus. Devin Williams, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de suspense. Je ne sais pas si ça va tenir la route, mais cette blessure de Luke Weaver fait très mal aux Yankees parce que non seulement tu places Williams dans cette situation-là, il l'a fait par le passé, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste qu'il faut qu'il le fasse à New York, c'est une autre chose. Mais ça met beaucoup de pression sur ta rotation partante parce qu'on doit se rendre un petit peu plus loin dans les matchs parce qu'on n'a pas ce pont-là vers justement la relève de 8e, 9e. Jonathan Loaisiga qui est de retour, mais c'est en dents de scie. Il y a une bonne sortie, une mauvaise sortie. Mark Leiter peut faire le travail, mais justement, là, il va le faire en 8e manche. Donc, la 7e, c'est un petit peu risqué à New York. Il va falloir survivre pendant ce temps-là chez les Yankees. Parlant des Yankees, d'ailleurs, on a parlé récemment de la situation au 2e but. Là, c'est concret avec le retour de Jazz Chisholm Jr. À l'action. C'est lui, finalement, qu'on a placé au 3e coussin. On a gardé DJ LeMahieu au 2e but. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, moi, ce n'était pas mon choix. Par contre, Brian Cashman s'est défendu en disant que pour lui, c'était plus facile d'aller chercher un joueur de 2e but d'ici la date limite des transactions qu'un joueur de 3e but. Donc, veut laisser des répétitions à Jazz Chisholm au 3e coussin pour se réhabituer à cette position-là. Donc, je pense que le plan, c'est vraiment d'aller chercher un joueur d'avant-champ qui va pouvoir jouer au 2e but. Pour moi, j'aurais mis Jazz au 2e, était très à l'aise. La chimie avec Anthony Volpe à l'arrêt-court était bonne. Mm-hmm. Par contre, si ça te permet d'aller chercher un bon joueur de 2e but à la date limite des transactions, les Yankees ont besoin d'un joueur d'avant-champ, ça, on ne se le cachera pas. Donc, si c'est ça la solution, peut-être que c'est la bonne décision. À long terme, je ne suis pas sûr. Je pense que je ramènerais Chisholm au 2e but. Mais, tu sais, présentement, on dirait qu'on ne trouve pas de solution au 3e but. Peut-être que c'est celle-ci. Imagine si le club allait chercher Nolan Arenado. Ça existe là, comme solution. Oui, ça existe. Puis on en entend parler depuis quelques mois, disons. Hein? Ouais. Ben, ce serait
si Al Steinbrenner décide qu'il met la main dans sa poche puis qu'on surpasse le seuil de la taxe de luxe, ce qui est plus facile de faire aussi à la date limite des transactions, ben là, c'est sûr que c'est une avenue qui est très intéressante. Mais d'un autre côté, les Cards vont bien. T'sais, pourquoi qu'on se débarrasserait de Nolan Arenado à Saint-Louis? La fenêtre, on dirait, est en train un petit peu de se refermer pour ce dossier-là. Peut-être qu'il aurait fallu le faire un petit peu plus tôt pour les Yankees, mais c'est sûr que d'avoir Chisholm au deuxième, Arenado au troisième, l'avant-champ est assez solide. Là. Jean-Michel qui a un bon commentaire ici qui nous dit chez les Yankees, on doit parler des performances de Ryan Yarbrough. On parle-tu du gars qui était pas assez bon pour les Blue Jays, lui? Oui, c'est ça, hein, c'est la conclusion de la chose. Il n'était pas assez bon pour les Jays, mais c'est le opener qui donne 6 manches aux Yankees présentement. Donc, c'est vraiment, il fait le travail et plus encore. On ne peut pas en demander plus de Ryan Yarbrough. C'est un petit peu Will Warren qui va un petit peu moins bien par les temps qui courent, mais Yarbrough, tu ne peux pas lui en demander plus. Non. Encore une fois, une mauvaise décision de l'organisation des Jays. C'est plus facile à dire après, c'est sûr. Là. Ouais, mais on le disait sur le coup. On le disait sur le coup aussi, c'est ça. Mais là, les Yankees, présentement, on ne se passerait pas des services de Yarbrough. Non, absolument pas. C'est un lanceur qui a fait ses preuves. Là, je veux dire, ce ne sera jamais la grande vedette de son équipe, mais ça te prend des gars comme ça pour gagner dans le baseball d'aujourd'hui. Exact. On s'entend-tu, Sébastien, que Alexis Diaz, là, il va sauvegarder le match numéro 7 de la série de championnat contre les Mets et son frère. Là. Ouais, c'est pas ce que son frère a dit, par contre. Là. Je m'en fous de ce que son frère a dit. Oui, ouais, c'est ça. Les Dodgers vont chercher un bon lanceur qu'ils vont réparer parce que là, il n'est pas bon depuis le début de l'année. Ils vont le réparer un peu. Ils vont l'envoyer dans le 3A. Ça va lui faire du bien. Il va se blesser. Il va revenir en septembre. Puis en octobre, il va être dominant. Tu le sais que c'est comme ça que ça va fonctionner. Oui, le point important, c'est qu'il va se blesser. Là. On a 15 lanceurs de blessés, fait que c'est sûr qu'il va se blesser chez les Dodgers. Ouais, 15 ou 16, rendu là. C'est ça. Dire, hey, ton médecin, il fait déjà de l'overtime sur un moyen temps. Là. Il va en faire plus. Ouais. Lui, il gagne son cash, hein, le médecin des Dodgers. Ah, il doit avoir une belle maison à Malibu, lui, je pense. Elle est déjà achetée et payée toute. Là. Cash, oui, c'est ça. Aïe, aïe. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est les Dodgers. On trouve le don d'aller chercher. Tu sais, Alexis Diaz, là, comme tu les appelles, c'est pas un pied de céleri. Là. C'est vraiment pas un pied de céleri. Oui, ça allait pas bien, mais on a réussi à mettre la main sur ce genre de releveur-là qui va amener une profondeur dans cette rotation-là, qui va enlever de la pression sur les releveurs qui terminent les matchs, dont Tanner Scott. C'est une situation idéale pour les Dodgers, puis ça nous est tombé dans les mains comme ça. Puis, tu sais, ça a coûté un espoir que tout le monde connaît, là, définitivement. Je comprends qu'Alexis Diaz, il fait, je pense, c'est 3 millions de dollars cette année. Tu sais, c'est beaucoup pour un releveur qui ne fonctionne pas. Je suis conscient de ça. C'est pas beaucoup pour les Dodgers, je pense. Non, c'est ça, mais il n'y a pas juste les Dodgers là, qui peuvent faire cette transaction-là. Là. Non. Tu sais, je veux dire, oui, on va dire encore les Dodgers, mais Colin, si ça fonctionne, félicitations, parce qu'ils auront eu les moyens de leurs ambitions. Exactement. Il faut arrêter de blâmer les Dodgers. Il faut blâmer les équipes qui gardent l'argent dans leur poche, puis qui gardent le partage des revenus dans leur poche. Marlins Rockies, là, où est-ce qu'il y avait à peu près... On a annoncé 5000 personnes, là. Excuse-moi, 5000 personnes. 5000 personnes. Il y en avait 132 à peu près. Je pense que c'est 137 là, qu'on comptait là, officiellement. Il n'y avait pas 5000 personnes. Là. Il y avait 5000 billets vendus, puis ils ont tous décidé de ne pas se pointer parce que Marlins Rockies, un lundi soir, c'est pas tentant. Ben non, c'est pas tentant. Puis je comprends que ces deux équipes-là ne vont pas nécessairement aller chercher Alexis Diaz. Ça, c'est correct. Dans le plan, ça ne fonctionne pas. Non. Mais il n'y a pas juste les Rockies et les Marlins dans cette ligue-là. Là. Il y a des équipes qui sont dans la course aux séries, qui n'ont pas un gros budget, mais qui seraient capables de dépenser plus. Mais on ne le fait pas. Puis là, c'est les Dodgers qui appellent, puis c'est les Dodgers qui ramassent le prix à la fin. Oui. Les Phillies, là, qui ont toujours des problèmes d'enclos, mais qui n'ont pas de problème d'argent, ça leur tentait pas? Ça, c'est surprenant. Surtout que Dombrowski est reconnu pour dépenser. Est-ce que ça venait des propriétaires qui n'étaient pas d'accord? Parce que d'amener un releveur, ce qui est un besoin à Philadelphie, je pense pas qu'on était à un espoir d'être dans le trouble. On pouvait faire cette transaction-là. Là.
Non, exactement. Sébastien, je pense qu'on est rendu à la période des questions. S'il y en a qui ont des questions à poser, je vous invite à le faire dans les prochains instants parce qu'on en a quelques-unes ici et après, ce sera la fin de l'émission. Jean-Michel qui nous dit « On n'a pas assez parlé chez les Aces des blessures de Zach Geloff et Nick Kurtz, deux gars qui changent leur défensive et surtout leur rôle offensif. » C'est sûr qu'il y a des blessés du côté des Aces, mais ce qui se passe depuis 3 semaines est inacceptable. C'était une équipe qui était sur une lancée, puis on vantait la sacro-sainte stabilité qu'on allait chercher dans leur parc à Sacramento. Et là, tout d'un coup, la seule stabilité qu'il y a, c'est que tous ceux qui vont perdre soir après soir. C'est des pires performances que quand l'équipe ne dépensait pas, puis on était en 2022 ou 2023 à Oakland, puis que tout allait mal, puis qu'il y avait des rumeurs de déménagement ou quoi que ce soit. Là, il n'y a pas cette incertitude-là. Oui, c'est un parc de frappeurs, mais Sébastien, à ce que je sache, là, il ne change pas la dimension des clôtures à chaque demi-manche. Là. Ça peut frapper pour les deux équipes. Là. Les Aces ne jouent pas à la hauteur de ce qu'ils sont capables de jouer. Là. On ne dit pas que c'est un club de série mondiale, mais ce n'est pas un club qui perd 18-19. Là. Non, mais il y a les Orioles qui changent la clôture à chaque année, mais elle ne change pas pendant le match. Là. Non, c'est pas le cas de Sacramento non plus. C'est J'ai beaucoup de misère à m'expliquer ce qui s'est passé chez les Aces. Tout d'un coup, oui, il y a les blessures, mais on dirait que ça a complètement changé le visage de cette équipe-là. Ouais. On ne joue pas du bon baseball. Là. On l'a vu en fin de semaine contre les Jays. Il n'y a rien qui fonctionne. On fait des erreurs mentales, des erreurs sur le jeu, mais c'est des erreurs de QI baseball. On n'est pas dans. On ne joue pas du baseball de situation, on ne joue pas du bon baseball. Puis on dirait qu'il n'y a personne qui est capable de prendre ce leadership-là en ce moment. Oui, c'est une jeune formation, c'est parfois difficile, mais il faut revenir à la base, puis revenir au baseball qu'on joue en début de saison, même si on a perdu quelques éléments. Puis, je pense que de voir un Luis Severino trasher le stade dans lequel il joue, on parlait de leadership avec Boston, Ouais, je pense que ça en est une preuve justement de dire comme, est-ce que tu as raison? Probablement, mais en même temps, est-ce que tu peux inspirer tes coéquipiers vers le haut au lieu de leur donner la défaite, de dire « Ah, il y a le stade de toute façon. » Je pense que ça peut être peut-être un aspect aussi qui joue en conséquence. Je veux dire, c'est par la force des choses, c'est une jeune équipe, là, les Aces de Sacramento. Là, ça te prend ces vétérans-là qui te tirent vers le haut, le peu que tu as. Oui, puis je comprends pas ce besoin de sortir dans les médias pour ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Exactement, tu peux régler ça à l'interne. Son point n'était pas mauvais. C'est une catastrophe, la salle de presse. Ce stade-là était un stade de frappeurs. Le gérant qui te fait sortir du stade puis qu'il faut qu'il marche que dans le fond du champ. Oui. C'est malade, là. C'est le nouveau Walk of Shame. Là. Oui, c'est ça. Le cart qui tombe en panne pour aller chercher un blessé. Il n'y a rien qui marche dans ce stade-là. Mais de sortir dans les médias pour en parler, c'est pas la bonne solution, puis ça change absolument rien. Comme tu dis, ça tire personne vers le haut. Le jeune joueur qui vient d'arriver ou qui est là depuis peu, c'est pas un leader derrière qui tu vas à l'étranger. Donc, il y a vraiment un manque de leadership. Il y a une portion qui c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience qui doit se prendre, mais vraiment, on doit revenir à la base. Hey, en parlant des Aces, allons un peu vers le positif. Avais-tu ça sur ta carte de bingo, toi, Jacob Wilson, qui explose puis qui frappe pour 3,50? Non, la réponse est non. C'est non. C'est impressionnant. C'est un beau joueur. C'est Luis Arraez, mais un petit peu plus puissant quand même. C'est quand même cool à voir. Là. Puis, qui est capable de jouer à la réco, là, pas juste on va le mettre au premier parce que le poste de DH est occupé aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est pas difficile d'être plus puissant que Luis Arraez. C'est pas difficile d'être meilleur défensivement que Luis Arraez, mais il n'est pas sur la ligne. Là. Il est vraiment meilleur qu'Arraez défensivement. Puis offensivement, oui, c'est un petit peu le même profil. Est-ce qu'on s'attendait à ça? Non, mais on doit en profiter. C'est ça qui... C'est qu'on doit construire autour de ça, puis on doit se rallier. C'est un peu ça. Présentement, on dirait que tout le monde joue pour lui-même, puis il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on doit se rallier ensemble et autour de Wilson. Autre question de Jean-Michel. Nick York va très bien dans le 3 des Pirates. Tu l'as obtenu par transaction. Et pourtant, tu priorises Nick Gonzalez qui n'a jamais cassé. Les Pirates, pour rappeler leur monde, ils ont de la misère. Là.
Sébastien, explique-moi pourquoi Booba Chandler lance encore Andy Annapolis. Qu'est-ce que ce gars-là fait pas à Pittsburgh? Tu sais, il y en a plein des exemples comme ça. Là, fait que c'est une bonne question de Jean-Michel. Mais dans d'autres circonstances, je t'aurais dit une année de service. On veut pas la brûler, mais là, ça n'a plus rapport. Il y a des joueurs que tu peux rappeler, que ça ne changera rien, que ça va peut-être amener une étincelle. Je ne dis pas que ça va le faire, mais ça va peut-être amener cette étincelle-là que tu n'as pas, que tu n'auras pas avec les joueurs en place. Donc, c'est des décisions qui sont un petit peu difficiles à comprendre. On dirait qu'on ne veut pas amener le gars, puis que là, ils se mettent à tout casser, puis qu'on va être obligé de le payer. Je ne dis pas nécessairement que c'est ça, mais ça me donne cette impression-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Jean-Michel ici qui nous dit « Sinon, chez les Orioles, on va pas bien et Dylan Beavers était un des meilleurs premiers frappeurs du 3A. Est-ce normal de ne pas le monter, sachant que ça leur manque un vrai bon premier frappeur, même s'il y a eu une blessure pendant 10 jours? » Écoute, je pense que moi, j'ai l'impression que la mentalité des Orioles qui se disent mon Dieu, on n'est pas à un gars d'être sauvé, puis peut-être qu'on est tous main de le laisser dans le 3. Tu sais, sa situation à lui, personnellement, je ne peux pas dire que je l'ai suivi à fond non plus, mais tu sais, peut-être que c'est ce qu'on se dit un peu aussi du côté de Baltimore. Là, on veut pas amener un gars puis qu'il devienne par la force des choses le sauveur. Là. Tu sais, les sauveurs, il faut que ce soit Adley Rutschman, il faut que ce soit Gunnar Anderson, il faut que ce soit des joueurs plus établis un peu. Ouais, puis il n'y en aura pas de sauveur cette saison. Là. Fait que je pense que les choses vont bouger d'ici la date limite des transactions. Puis au mois d'août, on va voir probablement des rappels. Il va y avoir plus de place dans l'alignement parce que, tu sais, veux pas, tu regardes cet alignement-là, il n'y a pas beaucoup de place, malgré le fait que ça ne fonctionne pas. Non. C'est pas extraordinaire offensivement, mais c'est vraiment dans la rotation partante que le bas blesse. Donc, à la surprise de tous. Ah oui, c'est vraiment... Personne ne l'avait vu venir, ça. Personne. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs que tu peux dire, bon, toi, je te tasse, puis on monte les jeunes. C'est déjà une jeune équipe offensivement, donc on va leur laisser la chance. Je pense qu'on va faire quelques transactions qui vont envoyer des vétérans ailleurs, ce qui va libérer des trous. Et là, on va devoir rappeler certains jeunes. Donc, Obi Mayo, qui, déjà en partant, cette situation-là n'était vraiment pas idéale en début de saison. Lui n'était pas à l'aise avec ça non plus. C'est probablement qu'on aurait pu lui faire une place. Tyler O'Neill, est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas. Donc, tu sais, plusieurs mauvaises décisions durant la saison morte, puis là, on en paie le prix. Voilà. Kobe Mayo, là, si on veut que ma prédiction de recrue de l'année survienne, là, je savais qu'il ne commencerait pas la saison des majors, mais je me suis dit ça va être une question de temps, puis c'est pas grave. Tu sais, Paul Skeens, l'an passé, il a commencé le 11 mai, puis il a été recrue de l'année pareil. Tu sais, ça se peut quand même, mais là, ouais, c'est ça. Ma prédiction va prendre l'eau, je pense. mais par contre, tu avais prédit que les Orioles ne feraient pas les séries. Oui, mais je ne peux pas dire que je l'avais prédit à ce point-là. Moi, je pensais que ça allait être plus serré quand même. Mais écoute, je ne l'avais pas spécifié. Fait oui, absolument, moi, je l'avais dit. Non, mais tu sais, j'avais dit que c'était à cause de la rotation. Là. Oui. Mais deux choses. Pour une rare fois que je te donne du crédit. Ça, c'est vrai. Puis pour une rare fois que tu as une bonne prédiction, tu sais, prends-la. Là. Ça, c'est encore plus rare. Fait qu'écoute, belle façon de clore le podcast. Je pensais pas venir là-dessus, mais c'est correct. Ouais, Sébastien qui me lance des fleurs, je vais le prendre. Moi, j'ai commencé à le trashant, lui, il finit en me lançant des fleurs. Fait qu'il y en a un qui est plus gentleman que l'autre. Ça revient à ce qu'on disait au début. Il y en a une que c'est une bonne personne, puis l'autre non. C'est ça. D'habitude, la bonne personne ne le dit pas ouvertement, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important. Mais c'est parce que t'es. Non, c'est ça. On va laisser ça de là. Garde ta voix. Oui, c'est ça. On va garder ça. C'est de la régie interne. C'est ça. On va laver notre linge dans la famille. Et voilà. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir posé les questions, ceux qui nous écoutaient en live le mercredi 20h, Facebook, X et YouTube. Et merci, Sébastien, à tous ceux qui nous écoutent aussi dans un format podcast un peu plus traditionnel. Oui, je vais garder ma voix, fait que je vais y aller très simplement partout et sur notre site web, passionmlb.com. As-tu assez de voix pour dire merci à ceux qui nous ont écoutés? Oui, merci beaucoup. Non, merci, ça a été vraiment plaisant comme à l'habitude. Oui, absolument, comme à chaque semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.